Cet après-midi, direction l'Italie. Alors que l'on y a découvert encore il y a quelques semaines de nouvelles fresques de grande valeur, je vous raconte une cité antique engloutie sous des mètres de cendres et de pierres crachées par un volcan, le Vésuve, où la véritable histoire de Pompéi, la cité romaine ensevelie. Comment les vestiges de Pompéi ont-ils été découverts ? Quels sont les enjeux de conservation de ce site archéologique d'exception ? Pompéi a-t-elle livré tous ses secrets ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en Campanie, au sud de l'Italie, lors de la première année du règne de l'empereur Titus, comprenait l'an 79 de notre ère. Un certain Caius Plinius Caecilius Secundus, plus connu à notre époque sous le nom de Pline le Jeune, est à Mycène, petite ville portuaire sur les rives de ce qui est aujourd'hui la baie de Naples. Le jeune homme de 18 ans vit auprès de sa mère et de son oncle, Pline l'Ancien, homme politique, savant et chef militaire, qui dirige alors une flotte de l'Empire. Il est environ 13 heures, ce jour d'octobre, quand l'attention de tous est attirée par l'immense panache qui s'élève dans le ciel de l'autre côté de la baie. La fumée semble jaillir d'une montagne et ne cesse de monter dans les airs. Pline l'Ancien, passionné par les prodiges de la nature, décide d'affréter un navire pour se rapprocher et ainsi mieux observer le phénomène. Mais un messager lui fait parvenir l'appel au secours d'une amie dont la demeure se situe au plus près de ce menaçant nuage. Il réalise alors la gravité de la situation et décide de partir avec plusieurs embarcations au secours des populations en danger. Un geste altruiste mais vain, puisque, hélas, il n'en reviendra pas. Pline l'Ancien finit asphyxié par les gaz volcaniques. Les Romains n'ont alors pas vraiment d'explication à ces manifestations telluriques. Ils voyaient à l'époque le mont Somma comme une inoffensive et verdoyante montagne veillant sur la baie. Or, c'est bien d'une éruption dont il s'agit. Ce que l'on saura plus tard être le Vésuve a explosé et crache un souffle de mort sur la région. Après une nuit agitée d'une succession de tremblements de terre, et alors que Pline l'Ancien périt donc d'avoir voulu secourir des habitants, Pline le Jeune et sa mère décident, à l'instar de toute la population de Mycène, de s'enfuir pendant que les fumées obscurcissent le jour comme en pleine nuit. Du panache gris qui grossit encore jaillissent des flammes pareilles à des éclairs. Un déluge de cendres retombe au sol. Plus tard dans la journée, le calme revient doucement et la nuée se dissipe en laissant transparaître un soleil jaunâtre. Pline, en route vers un lieu plus sûr, peut alors poser son regard sur le désastre et écrira plus tard dans une lettre « Tout s'est montré changé à nos yeux encore troublés, et nous ne trouvions rien qui ne fût caché sur des monceaux de cendres comme sous un manteau de neige. » Si Pline et sa mère sont en sécurité de l'autre côté de la baie, au sud du Vésuve, le manteau de cendres est si épais que tout est enseveli. Les champs, les vignes, les fermes, les domaines, les demeures, les temples et les cités entières sont engloutis sous des mètres et des mètres de matière volcanique. Parmi ces cités, il en est une désormais, la plus célèbre, dont je vous raconte cet après-midi la longue histoire, Pompéi. C'est probablement la jonction de plusieurs villages au 7e siècle avant Jésus-Christ qui voit naître petit à petit le centre urbain qui deviendra Pompéi. En ces temps éloignés, l'Italie abrite une myriade de peuples. Au nord et au centre, au-delà notamment des Ligures et Vénètes, les Étrusques sont peut-être les plus brillants, en tout cas plus avancés et puissants que les Latins, qui, assemblés autour de la petite cité de Rome, ne rayonnent pour l'instant ni sur la péninsule, ni sur la Méditerranée. Plus au sud, on trouve les Ombriens, les Osques, mais aussi les Grecs avec leurs colonies implantées sur les côtes méridionales, dont l'une, Néapolis, deviendra la ville de Naples. Dans ce monde poreux où les cultures se nourrissent les unes des autres, tant par les conflits que par le commerce, il semble que les Étrusques puis les Grecs soient à l'origine des premiers sanctuaires de Pompéi. Protégée derrière ces épaisses murailles, la ville jouit alors d'une position stratégique à l'embouchure du fleuve Sarno, qui permet d'ouvrir l'intérieur des terres et leurs richesses agricoles vers la mer et le commerce. Après un léger déclin, c'est sous l'auspice des Samnites, peuple originaire des montagnes centrales, que Pompéi atteint son apogée au IIe siècle avant notre ère et se latinise dans une péninsule qui passe sous la domination totale de Rome. Et en 80 avant Jésus-Christ, Pompéi devient officiellement une colonie romaine.
Le fertile arrière-pays, dominé par la placide silhouette d'une montagne parsemée de vignes et oliviers, enrichit les propriétaires terriens, puis une large classe de marchands et d'artisans. En plus des temples d'Apollon, d'Isis, d'Athéna et d'Asclépios, des thermes, 2 forums, une basilique, des palestres, 2 théâtres et un amphithéâtre occupent le plateau légèrement en pente non loin du rivage. Sur plus de 60 hectares se déploie un urbanisme aussi esthétiquement raffiné que technologiquement abouti. Les vastes maisons patriciennes dégorgent de luxe, les boutiques et ateliers sont nombreux, les habitations s'alignent, souvent sur 2 niveaux, le long d'artères ordonnées, pavées et bordées de trottoirs en pierre. À l'époque d'Auguste, premier empereur romain, un aqueduc vient compléter le système d'adduction en eau organisé autour de citernes, canaux souterrains et rigoles qui nourrissent les dizaines de fontaines au coin des rues. C'est donc une cité florissante, vous l'avez compris, qui, au 1er siècle de notre ère, subit une véritable catastrophe. Si la région est sujette à de récurrents tremblements de terre, celui du mois de février de l'an 62 est particulièrement violent et destructeur. La vie économique de la cité s'en voit bouleversée, pour un temps évidemment ralenti. Certains des plus privilégiés préfèrent fuir pour d'autres contrées et des grandes maisons aristocratiques sont parfois réaménagées en locaux commerciaux ou compartimentés pour d'autres logements. Le temple de Jupiter est effondré et l'on traîne à le reconstruire. Il faut plusieurs années pour que la ville se relève doucement. Une nouvelle classe de marchands émerge pour relancer l'activité. Tout semble rentrer dans l'ordre. Pompéi renaît. Quand un cataclysme succède à la catastrophe. En cette fin de matinée d'automne 79, chacun vaque à ses occupations lorsque, je vous le disais, la ville est surprise par un grondement, puis une gigantesque explosion. De la montagne à une dizaine de kilomètres au nord, facilement visible depuis différents endroits de la cité, jaillit un nuage de fumée. Le panache assombrit le ciel puis finit par se disloquer en une véritable pluie de matériaux volcaniques. Ce sont des pierres ponces de quelques millimètres ou centimètres. Elles tombent comme la grêle et s'amoncellent sur les espaces découverts, pendant que les habitants qui n'ont pas déjà fui se terrent à l'intérieur des bâtiments. Mal leur en a pris. Les pierres s'accumulent. En 1 heure déjà, 20 centimètres. Cet étrange manteau ne cesse de grossir, bloque bientôt les portes, les volets, s'amasse sur les toits dont les plus fragiles commencent à céder et déverse leur fardeau dans les intérieurs. À ces pierres blanches succèdent des plus foncées mêlées de cendres qui font grossir la couche recouvrant le sol sur laquelle des habitants apeurés courent péniblement pour se sauver. Dans la nuit, d'autres explosions retentissent. La terre tremble et bientôt des coulées pyroclastiques dévalent sur la ville. Des nuées de gaz, cendres et pierres se succèdent à plus de 100 mètres par seconde. La première est bloquée par les murailles, d'autres déferlent et enveloppent la cité. Pour ceux qui n'ont pu partir, la fin est hélas rapide. Quand ce n'est pas le choc thermique face à un nuage de plus de 100 degrés, c'est l'asphyxie par les gaz toxiques ou les blessures par les débris charriés et les bâtiments effondrés. Pendant qu'autour de la baie, ce qui reste des populations de Mycène, Herculanum, Oplontis ou Stabi tentent de fuir, il est déjà trop tard pour se bloquer à Pompéi ou ailleurs. Ils sont terrassés et recouverts par les cendres qui ne cessent de pleuvoir. 1 mètre, puis un autre, et encore un. Les murs des maisons et les colonnades des temples commencent à disparaître avant que tout ne soit complètement recouvert par des mètres de dépôts. Quand le volcan s'est enfin calmé, tout est englouti sous la masse grisâtre, tout a disparu sous la terre, il n'y a plus rien, et cela pour longtemps. Mais Pompéi finira par rejaillir de ses cendres. Oui, les siècles ont passé, les civilisations aussi. Nous sommes le 23 mars 1748. Roch Joachim de Alcubierre, ingénieur de Charles de Bourbon, alors souverain du royaume de Naples, est en exploration au lieu dit La Civita, dans la campagne napolitaine. Alcubierre travaille depuis quelques années déjà sur le site voisin d'Herculanum, récemment mis au jour, petite cité antique enfouie elle aussi lors de l'éruption du Vésuve il y a presque 1700 ans. Par quelques textes antiques, on sait désormais que d'autres villes se trouvaient là, bien que les cendres accumulées se sont couvertes de terre et de végétation. Ce sont désormais les champs qui parsèment la région. Dès l'Antiquité, quelques creusements
ont eu lieu pour récupérer des objets, peut-être même du fait de ceux qui avaient réussi à s'enfuir, mais le temps a passé et la localisation du site fut oubliée. Au XVIIIe siècle, les noms de Pompéi ou d'Herculanum ne sont connus que de quelques érudits, mais les paysans du coin racontent à Alcubierre qu'ils découvrent parfois des bouts de marbre, des statues et des objets à la faveur des labours ou du creusement d'un puits. S'il ne reste rien d'apparent, le nom même de Civita, qui signifie la cité, suggère la nature de ce qui se cache dans le sous-sol. D'autant que lors du percement d'un canal, il y a plus d'un siècle, on avait trouvé beaucoup de marbre et de pierre. On pensait alors qu'il s'agissait des restes de la petite ville de Stabie, celle où Pline l'Ancien a péri pendant l'éruption. Le 30 mars 1748, une douzaine d'ouvriers donnent les premiers coups de pelle. Contrairement au site d'Herculanum, où une terre très dure s'empile sur plus de 20 mètres au-dessus du niveau antique, le terrain de Civita est bien plus facile. 5 ou 6 mètres suffisent pour atteindre les bâtiments d'antan. On procède un peu au hasard. Très vite, les premiers murs émergent, puis une peinture murale. Alcubierre s'empresse de l'arracher de son support pour qu'elle aille orner les galeries de Charles de Bourbon. L'Antiquité est à la mode, les objets d'art romain sont particulièrement appréciés, et cette découverte ne fera que nourrir l'engouement. Recracher mille merveilles, les fouilles sont grandement favorisées par Caroline Bonaparte, l'épouse du roi de Naples Joachim Murat, durant la domination française. Plus de 600 ouvriers s'activent au début du 19e siècle. Or, le site passe ensuite plus ou moins sous la coupe d'un entrepreneur qui n'hésite pas à s'approprier des terrains et pense plus à ses revenus qu'à la science archéologique. Un jeune inspecteur des fouilles s'insurge justement en 1848 d'une telle avidité. Il se nomme Giuseppe Fiorelli et va participer à donner une seconde vie à Pompéi. Fiorelli est officiellement nommé surintendant du site en 1863 dans l'Italie unifiée. L'homme décide d'instaurer ordre et méthode. Une vingtaine d'hectares a déjà été excavée, soit environ un tiers du site qu'il cartographie dans son entièreté, divise en 9 régions et centaines d'îlots pour référencer chaque construction. On change la façon de prospecter pour déblayer les maisons du haut vers le bas, plutôt que par l'intérieur, atteint en passant par le niveau des rues, ce qui permet de mieux comprendre les architectures et de moins les endommager. Fiorelli prend soin de faire consolider les bâtisses après avoir évacué tous les déblais. Chaque objet, précieux ou non, a pour lui une importance et un sens afin de mieux comprendre la ville antique et la vie de ses habitants. Et c'est aussi Giuseppe Fiorelli qui va participer à la légende de Pompéi en faisant ressurgir de façon plus parlante et émouvante encore les traces de ceux qui y ont vécu et qui y sont morts. Le 3 février 1863, Giuseppe Fiorelli est au travail dans une ruelle de Pompéi. On découvre des clés, des pièces de monnaie et juste à côté on repère une cavité. À l'intérieur, des os. Oh, un squelette humain. C'est en fait l'espace occupé par un corps qui fut emprisonné dans la cendre et s'est avec le temps décomposé. Fiorelli a une idée. On avait récemment coulé du plâtre dans des trous pour faire apparaître la forme d'objets en bois pris au piège. Le plâtre prend la place de la matière organique disparue, se solidifie. Il ne reste alors plus qu'à briser l'enveloppe pour admirer le moulage. Fiorelli décide de faire de même avec la cavité au squelette et le résultat est impressionnant. Les cendres mêlées à l'eau de ruissellement ont créé une terre détrempée qui s'est faufilée dans les plus fines sinuosités. Lorsqu'on met au jour le moulage, c'est donc un individu qui surgit dans tous ses détails. Il s'agit manifestement d'un homme enveloppé dans une cape. On distingue même les lanières de cuir de ses chaussures. Sa bouche ouverte semble crier sa souffrance. Juste à côté, il y a d'autres squelettes emprisonnés dans la terre. Après moulage, on voit apparaître 2 femmes, les jambes mêlées. Sur l'une, on observe même la forme des dentelles et lacets de son habillement. Une autre femme gisait, un tout petit peu plus loin. Voici les premiers corps moulés de Pompéi qui témoignent d'un instant saisissant. On croirait presque voir la douleur dans la crispation, entendre les râles et partager leurs derniers moments, fauchés en pleine fuite, avec les quelques sous emportés à la hâte et le dérisoire souci de prendre les clés de la maison pour y revenir. Des corps, on en trouvera beaucoup d'autres, plus d'1 millier jusqu'à aujourd'hui, signe que bien qu'il y ait certainement eu des indices avant-coureurs, tout le monde n'a pas pu se sauver.
Ces témoignages spectaculaires et qu'on ne voit qu'ici nourrissent la célébrité et l'attrait de Pompéi dont la visite est alors ouverte, payante et organisée. Sous la direction de Fiorelli et de ses successeurs, Pompéi est le plus merveilleux des chantiers archéologiques à ciel ouvert, où les scientifiques vont enchaîner des découvertes permettant de mieux saisir la civilisation antique. Romaine d'abord, avec une ville telle qu'elle était au moment de la catastrophe, puis plus ancienne lorsqu'on atteindra ensuite d'autres niveaux stratigraphiques pour remonter aux sources de la cité. Ce qui fait l'intérêt de Pompéi tient en tout ce qu'il n'y a pas ailleurs. Sur les nombreux sites romains du pourtour méditerranéen, les temples, les théâtres ou les thermes sont légion, les grandes villas aussi. À Pompéi, ils sont souvent en meilleur état. Et on met surtout au jour les ateliers, les boulangeries, les boutiques, les restaurants, les habitats plus populaires, les étages aussi, parfois, ou même des éléments de matière organique carbonisée, du bois, des pins, des fruits. On touche ici à tout ce qui a ailleurs disparu. Très vite, on découvre des textes et des inscriptions. Il y a les messages électoraux peints sur les murs qui invitent à voter pour tel ou tel candidat. Il y a les graffitis par centaines gravés sur les parois, tantôt avertissement aux passants de ne pas se soulager au coin de la rue, tantôt simples blagues grivoises ou déclarations d'amour. Au-delà de l'aspect anecdotique et de la sensation d'être au plus près des hommes du passé, ces éléments apportent aussi des clés de compréhension de la civilisation antique. La propagande électorale massive atteste de l'effervescence politique de la cité. Le fait que certains messages se trouvent à l'intérieur des demeures indique aussi un certain clientélisme. Les graffitis omniprésents démontrent un large usage de l'écrit et de la lecture au sein de la population, ainsi qu'un certain niveau de culture, puisqu'on a jusqu'à présent trouvé 17 fois les premiers vers de l'Énéide gravés sur les murs. L'étude des bâtiments montre aussi que Pompéi n'était pas complètement remise du tremblement de terre qui s'était produit 17 ans avant l'éruption. Le temple de Jupiter était toujours au sol. Beaucoup de demeures étaient en chantier, certaines ont été grandement modifiées. Dans l'une d'elles, on peut même voir la trace de l'erreur d'un artisan qui a fait tomber son seau de chaux alors qu'il enduisait le mur. Peut-être fut-il surpris par l'éruption. On peut aussi déceler l'évolution des programmes décoratifs, comprendre par tel ou tel choix iconographique les changements de goût ou de propriétaire. Pompéi témoigne autant d'un instant T, celui du drame, que du temps long qui permet de saisir les évolutions urbaines, sociales et historiques. Régulièrement, au gré de nouvelles fouilles, les archéologues découvrent des éléments majeurs. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, une inscription sur un monument funéraire vantant les mérites de celui qui y repose livre moult informations sur les largesses de ce haut personnage, notamment l'organisation de jeux ou des dons de nourriture après une disette. On y apprend aussi qu'un banquet fut organisé peu avant l'éruption pour la totalité des citoyens, c'est-à-dire les hommes libres, 6840 personnes. Ce chiffre permet aux spécialistes, par extrapolation, d'estimer la population totale autour de 30 000 personnes, femmes et enfants compris, peut-être jusqu'à 45 000 en comptant les esclaves. Et les découvertes permettent aussi parfois de réviser ce que l'on croyait être certain. En 2018, des archéologues travaillent dans la maison dite au Jardin en rénovation au moment de l'éruption. Sur une paroi de l'atrium, espace ouvert de circulation qui distribue plusieurs pièces, ils découvrent une inscription faite au charbon de bois. Ce genre de notes temporaires était fréquente, surtout dans cette demeure au chantier dont les murs allaient être repeints. Quelqu'un à hauteur d'homme a écrit « 16 jours avant les calendes de novembre, ils ont prélevé dans le cellier à l'huile. » Puis l'inscription est illisible. Ce petit mot, probablement un pense-bête pour la gestion de la maisonnée, est capital, car 16 jours avant les calendes de novembre, cela correspond au mois d'octobre, comme je l'évoquais au début de mon récit. Or, la lettre de Pline le Jeune, seul témoignage oculaire qui depuis l'Antiquité sert de source au sujet de l'éruption du Vésuve, mentionnait, elle, les calendes de septembre et avait permis de dater l'événement au 24 août. L'inscription de la maison au jardin, par nature temporaire et ne datant certainement pas de l'année précédant le drame, mentionne un jour d'octobre. L'éruption ne peut donc pas avoir déjà eu lieu en août. On peut plutôt imputer à quelques moines copistes du Moyen-Âge une erreur de transcription du texte de Pline. De plus, la présence déjà connue de fruits typiques de l'automne dans les amphores pompéiennes constituait un premier indice pour une éruption plus tardive. D'autres inscriptions viendront corroborer la nouvelle hypothèse.
août ou octobre, cela ne change finalement pas grand-chose, mais la détermination de cette nouvelle date prouve en revanche que les informations livrées par le site peuvent aller à l'encontre de ce que l'on pensait savoir et que Pompéi recèle encore de nombreux secrets. Certains archéologues pensent d'ailleurs qu'il serait bon de laisser encore enfouie une partie de la cité pour laisser aux générations futures de bien excitantes découvertes. D'autant que, comme toute ruine, Pompéi est fragile. Les errements administratifs des années 2000 avaient même mené le site vers une certaine déliquescence. Le bâtiment que l'on nommait la caserne des gladiateurs s'est effondré en 2010. Une reprise en main a permis de mieux conserver le site et en attendant de mettre au jour de nouvelles rues et demeures, 1000 informations sont encore à décrypter au sein des îlots déjà excavés. Pompéi a encore beaucoup, mais alors beaucoup d'informations à livrer. Europe 1, historiquement vôtre. William Van Andringa, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Pompéi est aujourd'hui le site archéologique le plus visité au monde. 4 millions de touristes, disiez-vous, s'y rendent chaque année. Pourquoi Pompéi est-il plus populaire que les cités voisines d'Herculanum, de Stabiès, elle aussi détruite en l'an 79? Quelle est la spécificité du site ? Le site, on ne visite pas un quartier d'habitation comme Herculanum, ou on ne visite pas des grandes maisons qui dominent la mer comme à Stabi, mais on visite une ville entière, quasiment intégralement découverte, puisqu'on a, je crois, les 4/5 de la ville qui ont été fouillés, qui ont été dégagés. Donc c'est un site d'une importance réelle. On estime que souvent les touristes qui se promènent donc d'un site à l'autre estiment que Herculanum est mieux conservé, parce que c'est vrai que à Herculanum on conserve du bois aussi, par exemple. Donc il y a certaines choses qui sont mieux conservées à Herculanum, mais de toute façon à Herculanum on ne visite que c'est un cirque ouvert, on ne visite qu'un quartier de la ville. Hein. Il manque, on ne voit pas le forum, on ne voit pas les nécropoles, on voit simplement un quartier d'habitation et puis la plage, une plateforme qui donne sur la plage, alors qu'à Pompéi, on visite une ville entière. Donc on rentre par l'une des portes, on peut rentrer par plusieurs portes. Donc on gravit, si on prend le cheminement habituel des touristes, on rentre par la porte marine, puisqu'elle donne sur le port ou l'embouchure du Sarno, de ce fleuve, donc, et puis ensuite on gravit donc une pente très raide pour déboucher sur un forum, la place publique, et ensuite on peut aller se perdre dans les ruines qui sont très très vastes. Ouais. William Van Andringa, revenons en l'an 79, année de l'éruption du Vésuve, qui va ensevelir les cités de Pompéi, Herculanum et Stabi. Que savaient les populations des dangers du volcan? Est-ce que on peut savoir aujourd'hui s'il y avait des signes annonciateurs de cette catastrophe? Alors, a posteriori, les signes annonciateurs, ils sont très clairs pour les vulcanologues qui ont travaillé sur le site. Le signe le plus évident, c'est un tremblement de terre qui intervient en 62-63, au mois de février. On sait que c'est en hiver, c'est Sénèque qui le raconte, mais on ne connaît pas l'année. Donc c'est 62-63, donc les spécialistes disent le tremblement de terre de 62-63. On est là un peu plus d'une décennie avant la grande éruption de 79. Et puis on a des signes annonciateurs parce que maintenant les fouilles sont de mieux en mieux menées, les dégagements sont de mieux en mieux documentés, si bien qu'on a compris qu'on avait non pas seulement un tremblement de terre important en 62-63, mais on a également des événements sismiques à répétition, et notamment dans les mois qui précèdent l'éruption de 79, on sait que la ville est en crise parce que les canalisations ne fonctionnent plus, les canalisations d'eau, l'aqueduc est rompu. On sait que on a des traces évidentes dans les maçonneries donc de tremblements, de ces événements sismiques à répétition qui montrent que la ville est en désarroi total. Hein. Et alors ces événements, on sait les traduire, c'est que tout ça annonce une éruption, et une éruption d'une ampleur extraordinaire, parce que là aussi ce sont les vulcanologues qui l'ont montré a posteriori, c'est que la dernière éruption avant celle de 79 intervient très longtemps avant. Et plus on a un laps de temps important entre deux éruptions, et plus l'éruption à venir est importante. Ce qui fait de l'éruption de 79 un événement hors norme. C'est une éruption hors norme. La cité ensevelie de Pompéi est redécouverte au XVIIIe siècle. Dans quelle mesure la découverte du site a-t-elle permis d'accroître les connaissances
sur la culture antique et romaine? Alors, au XVIIIe siècle, justement, l'archéologie n'existe pas, l'histoire ancienne non plus. Et ce qui change les choses, vous l'avez très bien dit dans le texte, c'est très bien dit dans le texte que vous avez lu, c'est que effectivement, on vient chercher, c'est une chasse au trésor, on vient chercher des œuvres d'art pour les exposer dans le nouveau palais royal de Portici, près d'Herculanum, qui vient d'être construit, donc il faut l'embellir. Mais justement, les premiers découvreurs, de Alcubierre, qui est cet ingénieur espagnol qui travaille le premier sur le site, et la mise en évidence de vestiges de plus en plus importants. Au début, on découpe les parois peintes. Au début, on enlève tout ce qui peut être exposé au palais de Portici, justement. Et puis, progressivement, on se rend compte bien qu'on a affaire à des vestiges en très très bon état de conservation, avec on rentre dans des maisons intégralement conservées, au moins pour le rez-de-chaussée. On sait reconnaître enfin un atrium, ce qu'est un atrium, c'est-à-dire le hall d'entrée de la maison romaine. On sait reconnaître un péristyle, des galeries de péristyle. On sait comment s'organisent les espaces. On peut faire la relation avec des objets qui ne sont pas seulement des statues, mais tout type d'objets, jusqu'aux objets de cuisine avec les espaces dans lesquels on les trouve. Et tout cela amène progressivement, l'objet et son contexte, à pouvoir étudier l'objet et son contexte, à pouvoir finalement comprendre comment vivaient les Romains. Parce que jusque-là, à partir des vestiges des ruines telles qu'on les voit à Rome, la carcasse des grands monuments impériaux à Rome, c'est très évocateur d'un point de vue romantique, mais évidemment, ça ne nous donne pas, au moins, on n'a pas le concret de la vie quotidienne. Et là, pour la première fois, on a, grâce à ces vestiges très bien conservés et par l'éruption, grâce à l'éruption, on a le concret de comment vivaient les populations. Alors, d'une petite cité romaine, c'est pas Rome, mais c'est assez extraordinaire. Mais pour bien se rendre compte, sur combien de mètres de matériaux volcaniques la ville est ensevelie? Quelques mètres seulement, quelques mètres. On a des pierres ponces. L'éruption intervient en deux phases. La première phase donc rejette des pierres ponces. Oui. Alors c'est un matériau extrêmement léger qui va venir finalement stabiliser toutes les structures jusqu'au premier étage, ce qui explique pourquoi tout ça est très bien conservé. Oui. Et ensuite on a les nuées ardentes. Alors là, qui sont plus destructrices dans le sens où elles couchent les maçonneries supérieures des édifices, où elles font des dégâts. Mais tout cela, laisse, je crois que au bout de 2 jours d'éruption, de quelques jours, donc, on a là, ça rappelle une photo peut-être de Saint-Pierre de Martinique, qui a connu le même type d'éruption, qu'on dit plinienne, en 1902, je crois. Et la ville a été justement recouverte par le même phénomène. Bon, le volcan, c'est le Mont Pelé. Et les photos que l'on a pu prendre à cette époque-là, on est au début du XXe siècle, montrent à quoi devait ressembler Pompéi, c'est-à-dire les sommets des bâtiments, des grands bâtiments publics a fortiori, mais également les murs, le sommet des murs des maisons, tout ça devait dépasser en quelque sorte. Et puis on avait un paysage de dunes, donc voilà. Donc la ville était encore visible lorsque Titus ne s'y rend pas, mais il envoie deux personnages pour se rendre compte justement de l'état de destruction des vestiges. Et à ce moment-là, on doit pouvoir reconnaître, je pense, la ville, ce qui veut dire qu'on peut mettre en place tout un protocole de récupération des matériaux, et ça, on le voit mieux aujourd'hui. On dit que Pompéi est le premier parc archéologique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah oui, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que effectivement, le chantier de Pompéi tel qu'il est mis en place au XVIIIe siècle, finalement, est à l'origine de l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui un parc archéologique, parce que De Alcubierre et ses ouvriers mettent au jour les premiers vestiges de la ville. Alors tout ça est très très désordonné, donc ils font des trous qu'ils ne rebouchent pas. Ils se rendent compte, une fois l'hiver passé, que les vestiges, les peintures murales qui sont en état de conservation exceptionnel, se dégradent très vite. Donc ils se rendent compte que les murs, dont on parle souvent, on dit que les murs tombent à Pompéi, mais ça, ils tombent depuis le début. C'est-à-dire à partir du moment où on les libère des matériaux volcaniques qui les protègent, ces murs tombent. Et on voit progressivement apparaître dans les cahiers de fouilles, on voit apparaître des maçons, des charpentiers. Donc finalement, c'est des gens qui viennent restaurer le site. On restaure un site archéologique. Et puis une chose intéressante aussi, c'est que on emporte tout ce qui a de la valeur. On estime
ce qui a de la valeur, on le prend pour l'emporter, mais il y a des choses très très lourdes. Par exemple, le banc de Mamia, à la sortie, à la porte d'Herculanum, c'est un tombeau monumental, on ne va pas l'emporter sous le bras, et donc on est obligé de le laisser, et de le mettre même, et on se rend compte qu'on peut pas le laisser, donc il faut le protéger, c'est-à-dire qu'il faut le garder, l'enfermer quelque part, le stocker quelque part, et progressivement, eh bien, on se rend compte qu'il faut fermer le site pour le protéger. Vous voyez, donc on invente sans le vouloir, eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui un parc archéologique. William Van Andringa, ça fait 30 ans que vous dirigez des fouilles sur le site de Pompéi. Vous travaillez sur les pratiques funéraires des habitants de Pompéi et vous êtes l'auteur d'Archéologie du geste, rites et pratiques à Pompéi. Pour vous, il faut recentrer la discipline archéologique sur l'humain plus que sur le bâti et les monuments? Eh bien, Pompéi a constitué, j'y travaille depuis, j'ai un chantier avec d'autres personnes, d'autres chercheurs, notamment Henri Dudet, à la porte de Nocera. Je travaille sur l'une des nécropoles. L'un des chantiers que je dirige concerne l'un des cimetières romains de Pompéi. Et on a pu effectivement travailler, et tout ça, on s'en est rendu compte progressivement, c'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte d'abord de l'excellente préservation des vestiges, c'est-à-dire lorsqu'on enterrait les morts, tout cela on les brûlait. Tout ça laissait beaucoup de traces au sol, dont on a pu s'apercevoir bien de l'importance. Et puis ensuite, eh bien, en relevant ces traces, on s'est rendu compte qu'on pouvait bien restituer les séquences funéraires, c'est-à-dire la façon dont ils brûlaient les morts, la façon dont ils les exposaient, la façon dont ils récoltaient les ossements sur les bûchers éteints, de manière à pouvoir disposer les ossements pour constituer les sépultures. On a également des vestiges très clairs, bien des visites faites aux défunts, puisqu'ils cassaient des vases à parfum, une fois les rites accomplis, une fois le parfum versé sur la sépulture ou dans la sépulture par antibulbation. Bref, tout cela nous a amené progressivement à comprendre qu'on pouvait travailler non pas seulement sur les structures bâties des tombeaux, qui portent encore pour beaucoup les inscriptions, c'est-à-dire qu'on connaît les morts, on fouille les morts et on connaît leur nom. On arrive à les identifier. On arrive à les identifier, à voir là un esclave, là une matrone, là un père de famille. Et là, on a travaillé par exemple sur un enclos funéraire qui a été concédé à la famille des Vérani, qui sont connus par ailleurs, puisqu'on a toutes ces inscriptions qui nous renseignent, qui mentionnent la famille. Donc on peut travailler sur une famille qui est finalement qui est relativement connue. On peut identifier les morts, on peut voir quelle est la place des esclaves au sein du milieu familial. Mais pour revenir à la question initiale, c'est vrai que on s'est rendu compte progressivement qu'on pouvait faire une archéologie du geste, c'est-à-dire on pouvait restituer les gestes à partir des débris laissés sur les sols et dans les sépultures. On pouvait voir comment ils avaient allumé une lampe à huile au pied d'un bûcher, comment ils avaient versé du parfum sur le défunt, comment ils avaient récolté les ossements, de quelle manière ils l'avaient fait. Tout cela nous a amené bien progressivement à définir une archéologie, comme vous le dites, effectivement recentrée sur le terrain, parce que tout part du terrain, d'un enregistrement extrêmement minutieux, extrêmement long, et puis d'une restitution des gestes, des pratiques, ce qui fait notre quotidien aujourd'hui. L'humain, on peut travailler sur le comportement humain à partir des vestiges archéologiques. C'est la grande découverte, au moins, de ce chantier archéologique. Et c'est possible, rendu possible grâce aux vestiges, à la conservation des vestiges tels qu'on l'a à Pompéi. Mmh. On a estimé par extrapolation la population totale de Pompéi autour de 30 000 personnes, femmes et enfants compris, peut-être jusqu'à 45 000 en comptant les esclaves. A-t-on une estimation du nombre de victimes de l'éruption du Vésuve? Alors c'est très difficile, je n'ai plus les chiffres en tête, mais si je me souviens bien, on mentionne quand même les victimes de l'éruption, donc de toutes ces personnes qui tentent de s'échapper lors de la deuxième phase de l'éruption, qui sont fauchées par la quatrième nuée ardente, pour être exact. Ces victimes elles sont reconnues puisqu'elles laissent des ossements. Évidemment, les parties organiques des corps ont disparu, mais on a gardé les ossements et ces ossements sont reconnus dès le XVIIIe siècle. Et donc, un travail très minutieux a été fait sur tous les cahiers de fouilles qui existent depuis le début, depuis 1748. Et je crois qu'on en est à 2500 victimes à peu près répertoriées, sachant que certaines sans doute sont passées au travers de l'enquête. Mais vous voyez, ça vous donne une idée quand même. Donc plusieurs milliers de victimes au moins. Tout simplement parce que les Pompéiens, certes, certains Pompéiens ont eu
la présence d'esprit de partir, vu la succession des choses qui leur tombaient sur la tête, mais sans comprendre ce qui se passait vraiment. Mais la plupart des gens, je pense, sont restés sur place. Et ont été surpris pour certains. Et ont été surpris. Ou dans leur sommeil, ou dans des actes. Alors, d'où la mort instantanée. Je parlais de comportement humain à l'instant, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que lorsque vous regardez ces moulages que l'on effectue donc sur les corps disparus donc depuis l'invention de Fiorelli en 1860, c'est vrai que ce sont des morts instantanées puisque tous ces gens-là sont morts à la trachée obturée par les poussières volcaniques, par la nuit ardente, fauchés par la nuit ardente. Et toutes les morts sont différentes, en fait. Le dernier geste n'est jamais le même. Hein. Je pense que si un nuage s'abattait sur Europe 1 aujourd'hui, je pense qu'on aurait tous des attitudes différentes dans notre mort. À Pompéi, les fouilles ont révélé un certain nombre de mosaïques, de fresques murales, dans un état d'ailleurs de conservation exceptionnel, avec des couleurs encore très vives. Comment vous expliquez un tel état de conservation 2000 ans après la catastrophe ? Ça, c'est le type d'éruption plinienne, justement. Oui, c'est-à-dire la première phase qui a libéré, donc, le vent soufflait plein sud, donc le volcan crache un nuage décrit par Pline en forme de pin parasol, c'est très joli quand il l'explique. Et bien, 30 km de hauteur, c'est la hauteur qui est restituée par les vulcanologues. Et le vent souffle plein sud, la ville de Pompéi se trouve donc sur les pentes sud du volcan. Et donc, on a toutes ces pierres ponces qui s'abattent d'un coup, comme ça devait être assez impressionnant, hein, qui s'abattent d'un coup sur la ville. Alors, les gens ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Hein. Et puis, remplissent en quelque sorte tous les espaces. S'immiscent les pierres ponces, c'est des pierres très très légères, hein, c'est de quelques centimètres, qui remplissent tous les espaces, s'immiscent partout. Et tout ça a stabilisé toutes les structures, si bien que lorsque les nuées ardentes, ce nuage toxique, mais surtout extrêmement violent, jusqu'à 300 km pour la vitesse, eh bien, lorsque les nuées ardentes couchent les maçonneries et puis certaines parties de la ville, eh bien, ce sont les parties hautes. Autrement dit, tous les rez-de-chaussée, tous les décors des rez-de-chaussée, toutes les peintures qu'on admire aujourd'hui, celles qui ont survécu à la dégradation, eh bien tout ça, les mosaïques, c'est le sol qui est concerné, tout ça est très très bien conservé. Ouais. Mais justement, William Van Andrega, le site de Pompéi s'étale sur 22 hectares. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Comment préserver le site qui, je rappelle, est visité par 4 millions de touristes chaque année ? Il y a toujours ce risque du surtourisme qui abîme justement les vestiges. Alors heureusement, je suis scientifique, donc je n'ai pas à traiter ces problèmes-là. Mais effectivement, alors le site aujourd'hui, le site dégagé, c'est plus de 60 hectares. Hein. Donc c'est un site gigantesque. L'idéal serait de tout recouvrir avec des toitures. On peut pas recouvrir 60 hectares, c'est pas possible. Sachant que certaines maçonneries, certains quartiers sont très dégradés parce que ce sont notamment les quartiers anciennement fouillés dans la première moitié du 19e siècle, par exemple, sont très très dégradés et ne mériteraient pas qu'on les couvre, etc. Mais c'est un défi d'une ampleur extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que comment peut-on conserver tous ces vestiges ? Alors aujourd'hui, on a le parc archéologique de Pompéi, c'est le nom de la structure qui s'en occupe, et bien gère non seulement le tourisme, c'est-à-dire la gestion du flux touristique, la gestion du tourisme, et surtout gère et tente de gérer, au moins d'instaurer un équilibre entre ces 4 millions de touristes annuels, ce qui est gigantesque, et puis la bonne conservation des vestiges. Certaines maisons sont fermées, sont ouvertes de temps en temps seulement, les parcours sont organisés, notamment les lieux de passage, là où passent les touristes, tout ça a été consolidé, tout ça a été le site est, en tout cas, aujourd'hui, il y a toute une équipe très nombreuse qui travaille sur tous ces aspects-là. Oui. Mais pour terminer, la cité ensevelie de Pompéi n'a pas livré tous ses secrets, j'imagine. Non, il y en a encore plein. Mais alors, sur quoi est-ce que vous planchez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a... Justement, sur les comportements humains, sur la façon dont une communauté d'habitants modèle son quartier, le quartier à son image, parce qu'on se rend compte, par exemple, et ça, il n'y a que Pompéi qui le montre, parce qu'ailleurs, les ruines sont tellement abîmées qu'on ne voit pas ça. Mais par exemple, lorsque vous vous promenez avec un œil un petit peu aguerri, vous vous rendez compte que tous les quartiers sont différents, que toutes les communautés vicinales organisent leur quartier comme justement avec la grande maison du notable qui gère par exemple un certain quartier d'habitation, les programmata, c'est-à-dire ces affiches électorales qui montrent aussi la façon
façon dont les communautés s'organisent autour de la fontaine d'un quartier. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous permettre d'étudier le comportement de communautés urbaines. Comment les communautés urbaines aujourd'hui s'organisent, c'est-à-dire comment nous, finalement, on investit notre quotidien urbain, vous comme moi. Je crois que je milite pour une archéologie au présent, c'est-à-dire que qui nous raconte notre vie d'aujourd'hui. Qui nous raconte notre vie, parce que ces gens-là, certes, ce sont des gens qui vivent à l'époque romaine, il y a très longtemps, mais leurs comportements sociaux sont des animaux sociaux, donc des gens qui organisent leurs relations sociales au sein de la famille, au sein des différents groupes sociaux. Tout ça, on peut l'étudier par le concret de ce qu'ils ont laissé. C'est ça l'atout majeur de l'archéologie, c'est qu'on travaille non pas à partir de choses écrites ou donc culturellement déterminées, mais à partir du concret de ce qu'ont laissé les gens, c'est-à-dire le concret de leur vie effective. Merci beaucoup, William Vazandriga, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Pompéi, la cité romaine ensevelie. Pour en découvrir plus encore, je rappelle vos livres. Archéologie du geste, rites et pratiques à Pompéi, paru aux éditions Hermann. Et Pompéi, mythologie et histoire, paru aux éditions du CNRS, ainsi que l'ouvrage Les nouvelles heures de Pompéi de l'italien Massimo Ossana, qui vient de paraître en poche dans la collection Champs Histoire de Flammarion et qui nous a évidemment permis d'enrichir notre récit. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.